Mais calmez-vous, calmez-vous. On dirait que ça vous fait tellement plaisir de me voir. Je suis belge. Non, alors je commence tous mes spectacles en France en disant « Je suis belge » parce que j'ai l'impression que vous nous pardonnez pas mal de choses, parce que vous êtes persuadés qu'on n'a pas toutes les frites dans le même sachet. Oui, mais là, amis français, posez-vous la question, c'est peut-être vous qui avez trop de mie dans la baguette. Vous êtes excellent jusque-là, hein, je tiens à vous le... C'est important de le dire. Vous allez voir pendant le spectacle, moi comme ça, j'aime poser des grandes questions. Voilà, mais vous n'êtes pas chaque fois obligé de répondre, parce que j'aime poser des grandes questions, mais parfois je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Allez, on y va, on va commencer le spectacle. Malraux a dit... Ça te calme bien tout le monde. Et, alors, à Paris, il me dit ouais, le Belge, tu es arrogant, tu nous attaques comme ça avec Malraux. Et vraiment, je tiens à vous le dire, l'arrogance, c'est pas un défaut de chez nous. Voilà, à Paris, il ne rit jamais à ce moment-là. Et je vois qu'à Lyon, pas des masses non plus. C'est pas grave, c'est le manque de recul, c'est le manque de recul. Malraux a dit l'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et comme moi, j'avais envie de vous rencontrer, de vous connaître, et puis peut-être que vous me connaissez un petit peu mieux, eh bien, j'ai décidé que pendant plus d'une heure, on allait parler d'art. Voilà. Il m'en a tempéré l'enthousiasme. Et pourtant, c'est pas comme si vous n'étiez pas prévenu. Mais là, vraiment, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, parce que moi, je pense que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on ne peut pas en parler. Voilà, et je vais vous dire mieux, moi je pense que l'art c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on ne peut pas en faire. Voilà, alors ça, oui. Et ça, Nadine Morano l'a bien compris. Ah, on a une salle de gauche, oui, je m'en doutais un peu. Il y a les auditeurs de France Inter. Mais il n'y a que les auditeurs de France Inter. Il y a des gens de droite. Oh putain. Maintenant, il est seul. Maintenant, il est venu avec un ami, mais là, il est seul. Terminé. Eh bien, chapeau. Parce que c'est très rare quand on dit oui, est-ce qu'il y a quelqu'un de droite? Moi, je suis à fond. Et bien sûr, tu es plutôt Jean-François Copé. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne sur ça. Non, non, c'est pas... De toute façon, je veux dire, on n'est pas là pour parler de politique. On est au-dessus de ça, on va parler d'art. Et je pense que l'art, c'est au-dessus. Il n'y a pas de jugement. On va parler... Je voudrais qu'on commence par un art indiscutable, la musique classique. Voilà, vous avez entendu le morceau magnifique sur lequel je suis arrivé. Moi, la première fois que j'ai entendu ce morceau, je me suis dit, ça, il faut absolument que je l'achète. Et donc, j'ai fait un truc. Si vous ne l'avez jamais fait, tentez-le. J'ai été me promener dans le rayon musique classique de la Fnac. Oui, et là j'ai l'impression de dégager une intelligence insolente. Les gens lâchent les CD de Kenji Girac dans les autres rayons. Ils me regardent et là je me la pète. Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a dans les bacs? Jean-Sébastien. Ah oui, ah oui, oui. Il y a 3 mauvais jeux de mots dans le spectacle. Plus que 2. Et là il y a ceux qui gueulent. Reconcentration. Alors comment j'ai fait pour attraper le disque? J'ai appelé le type du rayon et j'ai dit évidemment, écoute, j'y connais rien en musique classique, j'aurais une musique qui fait pom 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 pom. Et là il me dit ça, c'est l'ouverture Carnaval de Dvorak. Et il y a des mecs plus forts que nous et il me dit bougez pas, j'ai une excellente version dirigée par un chef d'orchestre chinois. Et là me vient fulgurance humoristique. Je lui dis le chef d'orchestre chinois dit donc, il dirige à la fourchette. Vous avez mauvais goût en matière d'humour. Et c'est même pas le deuxième. Je sais pas qui a dit c'est le deuxième. Non, j'avais classé dans les bons, moi, celui-là. Bon, alors le mieux, pour se remettre bien dedans et pour vraiment attaquer ce spectacle de manière forte, nous allons réécouter ensemble l'ouverture Carnaval de Dvorak. Et ça monte, hein? Clang! Ça, c'est le grand moment! Clang! Le coup de cymbale! Sans ça, c'est vide, c'est mort, c'est inachevé, mais là, clang! On comprend tout, toute l'émotion. On comprend même pourquoi un homme décide un jour de devenir joueur de cymbales.
ça on ne comprend pas pourquoi un type normal, équilibré, un Lyonnais par exemple, c'est une main tendue, hein, vous l'avez pas prise, mais pourquoi ce type passionné de musique décide de se lancer et choisit de devenir cymbaliste ou cymbalier? On peut dire les deux. Il y a deux noms pour un métier que personne ne fait. Et moi, ça m'a intrigué, j'ai fait des recherches, je me suis dit qu'en fait, personne ne choisit sciemment un instrument qui intervient 3 fois sur 3h58 de symphonie. La cymbale doit être à la musique, ce que la proctologie est à la médecine, ce que gardien de but est au football africain. C'est-à-dire qu'on prend le plus maladroit et on l'oblige, vous voyez. À ce moment-ci du spectacle en Belgique, je fais un truc assez marrant. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Au milieu. Ah ouais, ça, salut les Belges, belle solidarité. Vous pouvez les applaudir, j'ai senti qu'il y a eu une envie. Bon. Alors, je le fais pour vous, mais quand même, je vais l'expliquer en français parce que vous ne savez peut-être pas. Nous, on a encore une famille royale en Belgique. C'est-à-dire que nous, à peu près tous les 20 ans, on a comme ça un nouveau type pour qui on n'a pas voté. Évidemment, c'est très très surprenant pour vous qui, quand même, tous les 5 ans, avez un nouveau type contre qui vous n'avez pas voté. Donc, ce que je dis en Belgique, je pose la question, je dis, tiens, si notre famille royale était un orchestre, qui jouerait au cymbale? Allez-y, ouais. Oui? Elle ose plus, hein, oui. Je vous ai entendu dire le prince Laurent. Et oui, mais si, évidemment. Plus personne ne propose le roi Philippe depuis qu'il est roi, et pourtant, vraiment, Philippe, c'est quelqu'un qui ferait un excellent joueur de cymbale. Hein, mais Laurent, là, c'est la classe au-dessus. Moi, je pense que le prince Laurent, ce serait directement proctologie. Vraiment, en matière de trou de balle, on a affaire à un sacré professionnel. Mais évidemment, à part nous trois, personne ne voit de qui on parle. Et non, il n'y a pas de doute, mais j'aime bien le faire en France. Hein, comme ça, vous avez déjà une idée. Puisqu'on va bientôt vous annexer. Et ça ne les inquiète jamais, jamais. Je les préviens à chaque spectacle, il n'y en a pas un qui est angoissé. Bon, c'est pas très grave, refermons la parenthèse belgo-belge et revenons à cette question centrale de la cymbale. J'ai bien réfléchi le sujet, peut-être c'est une question d'orgueil. Vous voyez, certains musiciens préfèrent être l'unique cymbaliste plutôt que d'être le 5e violon. Je monte un peu le niveau de réflexion. Oui, d'ailleurs, ça, je ne vous l'ai pas dit. Sachez que je fais partie de ces artistes qui font extrêmement confiance à l'intelligence du public. Souvent, beaucoup de solitude. Mais voilà, ce que je disais par rapport à l'orgueil rejoint exactement ce qu'écrivait Patrick Suskind dans la contrebasse. Jeder Musiker wird Ihnen gern bestätigen, dass ein Orchester jederzeit auf dem Dirigenten verzichten kann, aber nicht auf dem Kontrabass. Oula, je vous ai peut-être surestimé, mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va aller directement à la grande question, et ça j'ai envie qu'on se la pose ensemble, cette grande question. La grande question, c'est, je crois, des cymbalistes. Est-ce qu'il y en a des meilleurs que d'autres? Déjà, on n'en connaît pas a priori. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Non, ça n'arrive jamais, jamais. Des Belges, il y en a parfois, des cymbalistes, jamais. Personne n'en connaît. Même Ève Ruggieri, elle n'en connaît pas un seul. Alors je pose la question, parce que Lyon, c'est tout de même grande ville de culture. Si vous deviez vraiment citer le mec important en matière de cymbales, le virtuose, pour vous, ce serait... Voilà. C'est le plus connu au monde. Ça vous place quand même l'importance de l'instrument. Alors, merci. Donc, ce que je voulais dire, évidemment, par là, c'est pour vous qui est le Rostropovitch de la cymbale. Alors, j'ai vu qu'il y avait des jeunes dans la salle, je trouve ça toujours intéressant. Petit rappel historique, Rostropovitch, on est là aussi pour apprendre des choses. Immense violoncelliste russe, très connu parce qu'il a joué le long du mur de Berlin quelques jours après sa chute. C'est extrêmement émouvant. Nous sommes le 11 novembre 1989, son pays se libère. Il est pris par l'émotion, il s'installe au pied du mur et il joue du Bach. Les gens autour sont en larmes. Et la question, évidemment, c'est que se serait-il passé si c'était un cymbaliste qui avait eu la même idée? C'est bien le premier rang.
Je vois qu'on a affaire à une salle de connaisseurs en musique classique. Hein. Vous avez vu, vous n'avez pas affaire à un amateur. Non, on entend mieux. Hein. Au premier rang, ça c'est une certitude. Mais imaginez si Gorbatchev avait entendu ça. Non mais ça va pas ou quoi? C'est quoi ce boucan? Ce type est complètement à l'ouest. Non, ça, celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Parce qu'il y a un rappel historique dedans. Ça, c'est la tache de vin. Bon, la blague sur Gorbatchev, c'est la blague qui divise les générations. Si vous avez ri à la blague sur Gorbatchev, c'est que peut-être vous n'êtes plus si jeune hein, que vous le pensez. Bon, quant à moi, j'ai craqué, j'en ai acheté pour mieux comprendre. Parce que, comme le disait si justement Patrick Suskind, toujours dans la contrebasse, ici avec une pointe d'humour tellement teutonne, il disait « Kontrabassspielen ist ein Kraftsache, mit Musik hat es erst einmal nichts zu tun. » C'est pas tout à fait faux. Et j'ai le sentiment d'en perdre avec Suskind. Et vraiment, c'est pas le but. Vraiment, on est une équipe, donc je voudrais vraiment me rendre sympathique auprès de chacun. Si je vais me rattraper, je vais vous faire un cadeau à tous. Voilà, je vais vous offrir à tous une formation au cymbale. Voilà, prenez des notes parce que ça repasse pas souvent. Alors, on y va. C'est pas pratique pour tout. D'ailleurs, s'il y a des adolescents dans la salle, ça je le dis, si vous vous lancez comme ça dans une carrière musicale, vrai conseil, pas de masturbation au cymbale. Extrêmement douloureux. Allez, lançons-nous. Première leçon, où est le Do? C'est un Fa dièse. Je n'en sais absolument rien. Clairement, en fait, on va pas se mentir, il n'y a que une note, et c'est le kling. C'est le kling. Le kling, et sa variation frottée, bien sûr, le ch. Alors, faites bien la différence entre kling et ch. Voilà. Vous êtes formés. Je peux donc vous montrer que ça fonctionne et je vais vous jouer au hasard une œuvre importante du répertoire au cymbale. Alors, c'est toujours un grand moment. Je ne regarde pas, il y a un challenge. On va jouer français Maurice Ravel, le concerto pour la main gauche. Pas de bol du coup. Les amateurs de comiques visuels se régalent. Non, je vais être honnête avec vous, là, on se connaît depuis 10 minutes. En fait, bon, moi, au départ, je voulais apprendre à jouer un instrument de musique, mais c'était vraiment n'importe lequel, c'est pour une seule raison, c'est pour séduire les femmes. Et on s'est déjà tous fait piquer un coup potentiel par un jeune guitariste qui joue du rock voisine, mais même un mauvais. Alors ça, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est vraiment une sale race, les guitaristes. Mais maintenant, ça n'arrive plus, puisque quand je vais en soirée, hop, j'embarque les cymbales, je repère une charmante demoiselle, c'est pour vous, et je joue un refrain romantique. Tout seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Eh bien, tenez-vous bien, parce que ça va vous étonner. Je n'ai pas beaucoup pécho avec cette version. À part un transsexuel néo-zélandais, sorte de rugbyman en perruque blonde, qui aurait aimé le côté tribal de mon interprétation. Je l'ai poliment éconduit. Non, je l'ai poliment éconduite. L'accord du participe dépend de votre ouverture d'esprit. Et quant à moi, ce soir-là, je suis rentré seul. Voilà, je dis comment c'est. Enfin, avec les cymbales. C'est pour ça que je sais. Je vous remercie pour ce petit rire gras. Parce qu'au final, comme le pensait si justement Patrick Suskind en écrivant l'un de ses plus célèbres textes, Scheiße Kontrabass. Ça va, j'ai perdu personne.
Il n'y a plus d'allemand. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. L'art, ça vous va? Oui, restez concentrés. Parce que oui, oui, important parce que j'ai un excellent sketch, mais je le fais plus loin, sur le cinéma bulgare d'avant-guerre qui met une ambiance extraordinaire dans la salle. Non, ça c'est important, de choisir un bon thème pour rire et l'art, je pense que c'est pas mal. Alors évidemment, je vous vois, je vous connais, le public, vous êtes tous les mêmes, vous venez au spectacle comique en se disant on va s'éclater, on va se marrer, et en plus on peut laisser notre cerveau à la maison. Et moi, c'est pour ça que je viens systématiquement avec mon cerveau de secours. Hein, voilà, c'est le mien, c'est celui que j'utilise pour écouter France Culture. Donc vraiment, il est très bien, très beau lobe frontal, hypothalamus renforcé, et j'ai fait le plein pour nous ce soir, 85 milliards de neurones. Est-ce qu'il y a des lectrices de Marc Lévy dans la salle? Juste faites attention, parce que vraiment, vous pourriez découvrir des mots. Et... Bon, j'ai fait un truc pas sympa parce que j'ai dit lectrice. Et oui, mais bien sûr, il y a des lecteurs. Mais non, alors c'est pas du tout un truc de macho, c'est vraiment... C'est comme ça, les humoristes, on aime bien dire « Ouais, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, les homos viennent d'Uranus. » Il y en a qui se font une drôle d'idée de moi, je le sens. Non, c'est vrai parce que je me suis pas encore vraiment présenté, certains peut-être me connaissent, mais... Alors je fais l'érudit comme ça, mais rassurez-vous, j'ai des passions, ça va vous tranquilliser. Par exemple, moi, j'adore lire Voici. Tout ce qui est potin, j'adore, mais si seulement il pouvait parler dans Voici de gens que je connais. Et moi, mon rêve, si vous voulez, ce serait un Voici, mais avec de la grande culture dedans, vous voyez, avec, je sais pas, des chefs d'orchestre tchécoslovaques, des plasticiens ukrainiens, le mélange entre vraiment Voici et Télérama, vous voyez, Ramassi. Je sens que j'ai rassuré personne avec ça. Non, mais alors, écoutez, vous savez quoi, je vais être totalement impudique, comme ça je vais me présenter à vous, parce que certaines personnes n'osent pas toujours vraiment donner leurs défauts, et il n'y a pas de problème. Alors je vais vous le dire comme c'est, oui, j'aime lire du Thomas Mann. Oui, j'aime les films d'Igmar Bergman. Et oui, j'aime la grande musique d'un Schumann. Mais voilà, ce que moi j'aime par-dessus tout, ça reste quand même baiser des salopes. Si. Et là, la culture, mais je m'en fous, mais complètement. Alors, complètement, même si elle sait pas lire, c'est pas grave. Pour vous dire, mais à quel point je m'en fous, si pour terminer ma vie sur une île déserte, j'ai le choix entre Pamela Anderson et Marguerite Duras, c'est Pamela Anderson, voilà. Bon, déjà, par sécurité. Bon, l'écran, c'est un peu le résumé du spectacle. Tout à l'heure, on a vu Rostropovitch, qui, je crois, est de la grande culture. Là, on voit pas Mel Anderson, donc c'est vraiment un autre genre. Et c'est vrai que pendant le spectacle, on va régulièrement apprendre des choses. Et puis, de temps en temps, eh bien, une petite blague de cul pour récupérer tout le monde. Hein, je pense que c'est vraiment bien d'équilibrer. Je regarde un peu. Il n'écoute plus rien du tout ici. Mais oui, il est subjugué. Enlève parce qu'on perd un candidat. Voilà, ça va, j'en étais où? Baiser les salopes. Oui, tu l'avais. Oui. En fait, il est beaucoup plus vigilant que je ne le pensais. Oui, alors, parlant de femmes, alors ça n'a pas toujours été facile pour moi. Alors, j'ai eu quelques amourettes comme ça. Épiphanie, un 6 janvier. J'ai le droit. Non, n'applaudissez pas les mauvais. Il reste un troisième en plus, hein, restez concentrés. Non, mais c'est vrai, avec Fanny, on a vécu vraiment une grande et belle histoire d'amour, jusqu'au drame. Elle a voulu un enfant. Voilà. Et moi, j'ai pas pu lui cacher longtemps une légère pédophobie. Hein, oui, mais c'est très très rare hein, pour un Belge. Et c'est la blague que je ne fais pas chez nous, hein, bien entendu. Ah, ça fait rire les Français. Hein, vous voulez qu'on parle de l'évêché de Lyon ou ça va aller hein? C'est vrai quand même. Non, mais c'est parce que ça nous vexe. Aujourd'hui, les Belges, on pensait que vous aviez oublié qu'on était voilà, pédophiles depuis qu'on était quand même devenus djihadistes. Mais voilà. Bah, c'est pas grave. Ce qu'on préférait, c'était vraiment être l'idiot du village. C'est le truc qu'on assumait bien. Donc voilà, avec Fanny, elle insistait, elle voulait un enfant. Et moi, j'ai essayé de la dissuader. J'ai dit, écoute, Fanny, d'accord, on fait un enfant, mais toi, tu t'en occupes. Et moi, je veux bien être le parrain. Les hommes, on est comme ça. Quand on s'engage, on s'engage. Et en tant que parrain, c'est toujours le parrain qui doit choisir le prénom. Alors, je dis, tiens, je t'oblige à l'appeler Jean-Pierre.
Et il n'y a plus un Jean-Pierre qui est né depuis 15 ans. Hein, ça ne va pas à un nourrisson. On dit pas, il est mignon le petit, c'est Jean-Pierre. Ça ne va pas. Et malgré tout, elle me dit oui à tout et j'ai été coincé. Et elle avait raison d'insister, puisqu'aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis devenu l'heureux parrain d'une petite fille. Voilà. Et qui a pas mal de difficultés avec ce prénom Jean-Pierre, mais... on s'habitue à beaucoup de choses. Bon, voilà, je vous ai parlé de moi, tout ça, c'était pour vous laisser le temps de régénérer les méninges, parce que là, on va réattaquer un gros dossier art. On a fait la musique classique, j'aimerais maintenant qu'on passe à l'art moderne, contemporain, conceptuel, tout ça, parce que beaucoup de questions sur le sujet. Toutes les œuvres que vous allez voir affichées derrière moi sont des œuvres qui existent. Je n'ai rien inventé. En revanche, je les ai choisies. On va donc balayer 40-50 ans de création contemporaine. On attaque avec un premier exemple. Un type avec une photo comme celle-là. Sur Facebook, on clique directement « Refuser comme ami ». Mais c'est un des plus grands artistes contemporains allemands. Nous sommes dans les années 60, c'est Joseph Beuys, qui est en plein happening. Alors happening, c'est quoi? C'est une performance. Et donc l'œuvre d'art, c'est l'acte que vous êtes en train de performer. Je vous donne le titre de cette œuvre. Cette œuvre s'intitule « Comment expliquer des tableaux à un lièvre mort ». C'est tout le titre. C'est tout le titre. Bon, c'est long, mais beaucoup d'infos quand même dedans. Donc on va essayer de le mettre en scène hein, pour que vous compreniez bien. Donc en gros, notre ami Joseph se balade comme ça devant des tableaux, le visage recouvert de miel et de poudre d'or, et il se dit, il me manque un truc. Bien sûr, un lièvre mort. Ces gens ne pensent pas comme nous, hein. Et il commence à lui raconter des trucs, ce qu'il voit, tout ça, mais il lui chuchote, donc on ne sait pas. Mais moi, je vous le dis quand même, je pense qu'il faut déjà enfumer de la toute bonne. Oui, il faut enfumer de la toute bonne, mais déjà pour se mettre à parler spontanément, avec même un lièvre vivant. Mais mort, vous voyez, là, quand même, on passe un cap. On va pas s'acharner sur lui, hein, j'ai d'autres exemples. Deuxième exemple, j'aime beaucoup. Artiste italien, Gino De Domenicis, on est dans les années 70. C'est une photo extraite d'un film qu'on diffuse dans les musées d'art moderne. Moi, je l'ai vu tout entier au Pompidou de Metz. Le film dure 20 minutes en plan fixe. Ça ne bouge pas. Mais je crois que c'est parce que personne voulait travailler avec lui. Donc, il a allumé la caméra et il est allé lui-même se mettre devant. Et pendant 20 minutes... il fait ça. Je vais vous le faire en accéléré, hein. Et le film s'intitule « L'espérance d'un envol ». Vous me croyez ou vous me croyez pas, il n'a jamais décollé. C'est long, 20 minutes quand même. Bon, j'entends dans vos rires et dans vos regards, je le vois, vous vous dites, mais Alex, est-ce que c'est de l'art, ça, ou est-ce que ça n'en est pas? Et se poser cette question, je pense que c'est déjà vivre une expérience artistique. C'est-à-dire, vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez trouvé ça rigolo, ridicule, mais vous avez ressenti quelque chose. Alors, on va en parler après le troisième exemple. Je pense que là, hein, on va toucher le ciel. Je vous en dis pas plus. C'est un artiste japonais, on est dans un musée. Non, mais c'est mérité. C'est mérité. Non, il est quand même passé à travers du papier. Et après, ils ont vendu très cher. Le papier tout cassé en plus, tout cassé. Il y a quelqu'un qui a bien voulu l'acheter. Alors moi, par exemple, en travaillant ce sketch, en faisant mes recherches et tout, je me suis quand même dit, est-ce que c'est vraiment malin de leur montrer que des gens beaucoup plus marrants que moi? Pas con, le Belge. Et donc, je voulais continuer à parler art, mais j'ai réaxé, je crois que ça va vous plaire. Nous allons faire un truc interactif, on va faire un quiz. Donc, je pose les questions. Vous, une seule équipe, équipe Lyon, hein, vous allez me donner les réponses. Et bien sûr, en cas de doute, d'inquiétude, tout ça, vous pourrez faire appel à un ami. Accrochez-vous bien. Première question. Oula, il y a une belle concentration. Alors ça, si. Ça, c'est typique des salles de gauche. On sent cette envie de bien faire au début. Hein, on ne sait pas où on va aller, mais
Au début, il y a cette envie de bien faire. Et ça, j'en tiens, ça c'est la gauche, ça. Alors, on s'applique. Lequel des deux est un tableau fauviste? Attention, il y a un piège. On ne se jette pas sur la réponse. Je n'ai pas mis l'autre tableau à côté par hasard. Alors là, au deuxième rang, il y a une maman de gauche qui explique à son fils ce qu'est le fauvisme. Hein, et c'est assez intéressant, hein, parce que moi, je sais ce qui arrive après. Et si vous lui expliquez la question suivante, ça va être intéressant aussi. Vous vous rappellerez de moi dans pas longtemps. Quel est le tableau fauviste? Celui de... Oh, Lyon, vous êtes fort. Tout à fait, celui de droite. Tableau d'Henri Matisse. La dame au... Oui, vous l'avez entendu, la dame au chapeau. Donc vraiment, il a tout donné sur les couleurs. Et puis pour le titre, il a pris vraiment le premier truc qui lui venait. Mais c'est un tableau fauviste. L'autre, c'est un tableau représentant un fauve. C'était le piège. Tableau du douanier Rousseau, bien évidemment, tout le monde connaît, c'est le grand peintre naïf, qui probablement d'ailleurs était plus naïf que douanier. Très malvenu ce que vous avez pensé. Bon, vous avez le point, on se reconcentre, parce que le niveau va monter avec la deuxième question, et... faut attendre la question. Je me retourne vers la famille. Ça nous promet un bon dimanche en perspective. Vous n'avez pas prévu d'apprendre tant de choses d'un coup, bien évidemment. Vous êtes dissipé, Lyon, hein Lequel des deux? Quel des deux est une pipe? J'ai grimé parce qu'il y avait la réponse. Celui de... Oula! Voilà un sujet qui a beaucoup plus passionné que le fauvisme, de manière générale. Il y a eu cette envie de se lancer. Certains vont donc passer une bonne soirée. Voilà, ceux qui ont répondu, celui de gauche. D'autres moins. Mais évidemment, alors, je vais m'occuper, parce qu'il y a une vraie explication artistique, il n'y a rien de grivois, c'est pas mon genre, sur le tableau de Magritte, grand peintre belge. Bien sûr, il y a la réponse, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est l'œuvre qui fait l'action. Donc, c'est une œuvre d'art. Et ce n'est pas une pipe. C'est pour ça qu'il l'a écrit dessus. Tandis que sur la photo, voilà, là on le voit quand même, c'est clairement la demoiselle qui fait l'action. Et c'est le meilleur du spectacle. Il n'y aura pas au-dessus, il n'y aura pas au-dessus. Et donc c'est une pipe, et ce n'est pas une œuvre d'art. Dans la grande majorité des cas, non. Et voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez régler chez vous. Voilà, par équipe de 2, par équipe de 3, je ne veux pas le savoir. Vous avez 2 points, Lyon, et c'est très bien. On va remonter encore le niveau avec la 3e question. Ça rigole beaucoup moins. Lequel des deux est un monochrome? Tout à fait. Il y en a un qui s'est sacrifié pour l'équipe. Le lecteur de Télérama, il est là. Félicitations, celui de gauche. Monochrome bleu d'Yves Klein. Mais alors l'autre, qu'est-ce que c'est? Tableau très important, c'est le premier achrome de l'histoire de l'art. A privatif, chrome couleur, tableau sans couleur. Fin des années 50, tableau de Piero Manzoni, qui est le grand maître de l'art pauvre. Ce type est à la peinture ce que Dominique Strauss-Kahn est au conte de fées. Vraiment, c'était bien parti. Pioup, ça a ripé. Alors, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je vous le propose. Vous, vraiment, ramenez ça chez vous. Réfléchissez à tout ça. En revanche, j'ai pas envie qu'on se moque de l'art pauvre, parce que c'est un courant très important. L'Italie, essentiellement. Arte povera, fin des années 50, début des années 60. Et il y a eu aussi, pas que de la peinture, il y a eu aussi de la sculpture. C'est intéressant d'en voir une. Oui, mais il faut quand même dire que souvent,
quand on mange une salade, on se dit, tiens, c'est emmerdant, il y a un petit caillou dedans. Ici, on le retrouve quand même beaucoup plus facilement. Et sachez-le, parce que je vois que ça vous passionne, il y a eu peinture, il y a eu sculpture, en art pauvre, il y a eu aussi de la musique. Et c'est intéressant de s'en rendre compte. Ne rigolez pas parce qu'il l'a déposé. Hein, ça s'appelle 4 minutes 33, c'est de John Cage. Alors, évidemment, tout ce qui est musique, évidemment, ça s'écoute. Donc le mieux pour se faire une idée, je voudrais qu'on écoute un extrait ensemble. Voilà. J'ai choisi le meilleur passage, hein, pour que vraiment vous l'ayez bien dans l'oreille. Mais je voudrais qu'on revienne au tableau blanc, parce qu'excusez-moi, je pense que c'est le nœud de l'histoire de l'art. Comment ça se fait qu'en quelques centaines d'années, on soit passé de la Joconde, chef-d'œuvre absolu reconnu par tout le monde, à un tableau tout blanc, alors que notre civilisation est immense de millénaires. Et j'ai fait des recherches. Tout commence avec Monet. Tout ce que je vais vous dire est vrai. Monet qui a peint ce tableau qui s'appelle L'entrée de Giverny sous la neige. Un tableau qu'en fait on aurait peut-être pu se contenter d'appeler Chouette, il y a de la neige. Et vous l'avez remarqué parce que je sens qu'on a affaire à une salle cultivée, on n'est pas ici dans un acrome à proprement parler, mais on sent quand même une vraie volonté de vider le tube de blanc. Et quelques dizaines d'années plus tard, 1915, donc il y a à peu près 100 ans, Malevich peint ceci, carré noir sur fond blanc. Il n'y a pas beaucoup plus honnête comme titre dans l'histoire de la peinture. Et sachez-le, il n'était pas hyper content de son travail, Malevich. Pourtant, il n'avait pas dépassé, hein, mais... Je sais pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré pendant 3 ans, entre 1915 et 1918. Il n'y avait rien de mieux à foutre entre 15 et 18 que de bien réfléchir chez soi. Et je ne veux pas jeter la pierre à lui et à sa famille, mais en 18, il ressort tranquille. Il dit, c'est bon, j'ai trouvé beaucoup plus fort. Je vais faire carré blanc sur fond blanc. Voilà, hein. 3 années quand même pour arriver là, hein, faut le faire, c'est pas mal. Et donc début des années 50, Manzoni réfléchit, à la fin il voit ce tableau, il se dit en fait peut-être il a juste oublié de peindre le carré, je vais me sacrifier et je te fais donc le tableau tout blanc, l'acrome parfait. Et là on est en droit de se dire qu'on est arrivé au bout du bout. C'était très mal connaître Lucio Fontana, qui s'est posé la question, il s'est dit comment est-ce que moi je peux aller plus loin que nulle part. Qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc? Un tableau blanc avec un coup de cutter dedans. Génial, génial et assez facile à réaliser. C'est-à-dire qu'il arrivait à 9h à l'atelier, à 9h15 il était à l'apéro avec ses amis. Et là, il y a cette salle de gauche qui se dit « Mais bon Dieu, comment ça se fait qu'un artiste en vient à vouloir traverser sa propre toile ?» Les gens de droite, là, qui se disent « Mais enfin, mais combien ça vaut un truc pareil ?» Les deux questions sont extrêmement complémentaires, il n'y a pas de jugement. Mais le gars est travailleur et le lendemain, il revient à l'atelier à 9h et il se pose cette question « Qu'est-ce qui est mieux qu'un tableau blanc avec un coup de cutter dedans ?» Un tableau blanc avec... 3 coups de cutter dedans. Ça, c'est les grands artistes, on les attend là. Et bim, ils sont là. C'est génial. Et le lendemain, il revient, 9h, il est là. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a mieux que 3 coups de cutter dedans? Qu'on ait 6 coups de cutter dedans, dans tous les sens. Je sais pas, il sortait d'une soirée bunga bunga, je n'en sais rien. Et sachez-le, Fontana et Manzoni, c'est les deux pointures de l'art pauvre, c'est les deux stars, c'est Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, mais art pauvre. Et ils se connaissent, ils s'apprécient. Et donc un jour, Manzoni dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas été voir, je vais aller voir ce qu'il fait l'autre. Il se dit, je vais y aller pour 9h. Ah, faudrait pas le louper. Et il ouvre la porte de l'atelier et il tombe là-dessus. Ah, il se dit, merde, il est fort. Je me suis dit, moi, si à chaque fois que je fais un truc, l'autre, il met 2 coups de cutter dedans, c'est pas grave, j'accepte le challenge, j'arrête la peinture, mais j'ai encore pas mal de bonnes idées. 1961, Manzoni a 28 ans et il se lance dans l'art plastique et il crée ceci. Faut pas avoir fait beaucoup d'italien, hein? Et à l'intérieur, c'est absolument ce que vous venez d'imaginer.
Il en a fait 90 les mêmes, 30 grammes dans chaque. Et là, il s'est dit, l'autre va jamais me mettre un coup de cutter dedans. Pas con, les gars, pas con, les gars. Et sachez-le, à la dernière vente, parce qu'il y en a dans les musées d'art moderne, mais à la dernière vente entre collectionneurs, il y en a une de ces boîtes qui est partie à 120 000 euros, 30 grammes, 120 000 euros. Le caviar à côté, c'est de la vache qui rit. Alors, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, hein, vraiment. Je dis juste, pensons-y. Et je dirais même, pensez-y au moment de tirer la chasse. Ah oui, ça va vous faire du relent, c'est sûr. Alors évidemment, on rigole, mais cette œuvre pose peut-être la plus grande et la plus belle question en lien avec l'art moderne, qui est la question du « mais en fait, est-ce qu'on peut tous être artistes ?» Ou alors, tout l'art de ça, ce serait de faire croire à tout le monde qu'il peut être artiste. Oh putain. Excusez-moi, je prends un dafalgan. Des amis de Manneke-Pis, ou plus exactement l'ordre des amis de Manneke-Pis. Manneke-Pis, petit gars de Bruxelles, Manneke-Pis, mignon porte-bonheur, Manneke-Pis, arrose les plus belles, Manneke-Pis, arrose tous les cœurs et quand il fait et refait en douceur, il pousse gaiement. On se moque pas de mes compatriotes. Art suivant.
Moi, je suis d'accord. C'est bon? Ouh, excusez-moi. Ouh, excusez-moi. Je suis là. Excusez-moi. Oui, j'ai vu, il y en a qui ont reluqué du mollet, j'ai vu. Non, mais ça fait plaisir. Et puisque l'art, c'est bien, mais c'est pas tout. Il faut aussi être impeccable physiquement. Et pour ça, il n'y a que le sport. Je vais vous dire, et les gens, ils classent comme ça l'art et le sport. L'art, c'est noble, le sport, ça serait pas. Et j'aime pas ça. Donc, dans ce spectacle dédié à l'art, je voudrais quand même vous parler un tout petit peu de sport. Je voudrais vous citer quelqu'un de très important. Je voudrais vous citer du Fernandez, qui n'est pas un poète espagnol, qui vous aura échappé. Je vais vous citer du Luis Fernandez, le joueur de foot. Accrochez-vous, parce qu'il a vraiment dit ça. Il a dit... En compétition, il y a toujours un premier et un dernier. L'important est de ne pas être le deuxième de soi-même. Démerdez-vous avec ça. Et c'est vrai que le spectacle est exigeant par moments. On a cité du Malraux, mais on a aussi cité du Fernandez. Et on se rend compte, en fait, aux surprises, que Malraux est beaucoup plus accessible que Fernandez. Ça, c'est une énorme claque. Alors, tu sais, j'aime le foot. Alors, c'est pas mon sport préféré, le foot. Voilà, je vous le dis, mon sport préféré, c'est gênant, c'est la tauromachie. Voilà, il y a des gens qui aiment pas ça du tout, et je comprends, mais je voudrais juste vous en parler 2 minutes, parce qu'il y a pas longtemps, je suis à la Séville. Alors, j'étais arrivé là-bas la veille, au soir, on me dit, Alex, il faut absolument que tu vois un spectacle de flamenco. Je suis allé, et ben franchement, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas le flamenco, parce qu'en fait, à la fin du spectacle, on ne tue pas la danseuse. Et elle avait vraiment bien mérité, mais... Bon voilà, le lendemain, voilà, je vais voir une corrida. C'est vrai qu'à Séville, moi j'avais déjà vu les plus belles corridas du monde. J'étais plus jeune, j'y allais avec mon père. J'avais vu à l'époque même les adieux de El Cordobés. Je sais pas si ça parle encore, c'était vraiment le torero du siècle, hyper élégant. Moi je peux vous le dire, c'est vraiment celui qui remplacera El Cordobés n'est pas encore né. Faites des groupes de travail. Hein, je vois que là ça bosse. Oui, c'est arrivé, super, on avance. De manière générale, on va se donner une deuxième chance, parce que sinon il va y avoir de l'AVC. Celui qui remplacera El Cordobés n'est pas encore né. Je peux faire ça pour les derniers, mais... C'est bon, tu l'as, hein? Tu l'as, ok. Non, c'est ouais, super. C'est le pouce en l'air. Je vous ai mis près du truc, je me suis dit, on sait jamais. Je me suis dit, si eux l'ont, a priori, je pars du principe que les autres vont l'avoir. Donc il n'y a plus de mauvais jeu de mots. Vous êtes tranquille, mais vous avez compris que j'aime la corrida. Et j'aime la corrida au point que je pousse ma gamine à en faire. Pour Noël, j'ai fait un beau cadeau. J'ai dit voilà, écoute Jean-Pierre. On s'y habitue jamais. Je lui ai offert comme ça une grande boîte de cure-dents et un chien. Pas n'importe quel chien. Je lui ai offert un teckel. Ben oui, la gamine est débutante, alors c'est quand même mieux d'avoir un chien bien long. Comme ça, quand il passe, moins de chances de le rater. Ça jette toujours un froid, ça. Non, mais je sais ce que vous pensez. Vous dites, non, il n'aime pas les animaux. Donc, quand on n'aime pas les animaux, c'est qu'on n'aime pas les hommes. Excusez-moi, je déteste ce raccourci-là. Et sachez que je fais partie, moi, de ces gens qui pensent que l'animal nous est supérieur. Voilà. Alors, écoutez, ça tombe. Moi, je note toutes les questions que j'ai sur le règne animal auxquelles je n'ai pas la réponse et qui prouvent qu'ils sont plus malins que nous. Donc, peut-être, on est nombreux ce soir. Ça va peut-être aller. Si vous avez la réponse, vous levez la main. Par exemple, ça, quand un poisson-chat miaule, est-ce que c'est parce qu'il tient de son père? On ne sait pas. Bon, passons à la suivante. Existe-t-il des bergers allemands négationnistes? Comment le Morse a-t-il vécu la fin du télégraphe? On continue. Alors celle-là, c'est sûr qu'il y a la réponse, mais personne n'a jamais su me la donner. Comment étaient traités les zèbres du zoo de Johannesburg pendant l'apartheid?
évident. Plus que 3. On n'a rien. Hein. Oui, alors le papier tue-mouche. Ça m'a toujours impressionné. Le papier tue-mouche, c'est toujours écrit dessus, comme ça, en gros, en général, sur le petit gobelet, il y a écrit « Papier tue-mouche ». Est-ce qu'on n'attraperait pas que les mouches analphabètes? Plus que 2. Une licorne, tout le monde voit ce que c'est, une licorne, hein, une licorne sait-elle que c'est un animal qui n'existe pas? Ouais, et la dernière, si vous avez celle-là, c'est la super banco. Quand un cacatoès est constipé, est-ce qu'on peut juste l'appeler Toès? Bon, on n'a rien, zéro, mais on a quand même prouvé ensemble que l'animal était plus intelligent que nous, et ça me rassure. Et sachez-le, moi j'avais déjà une petite idée parce que j'ai lu, et c'est une vraie étude de l'université de Marseille, qui dit qu'en moyenne, un bébé dauphin est plus intelligent qu'une gamine de 15 ans. Surprenant, et comment ils ont vu ça? C'est parce qu'en fait, pendant toute la durée de l'expérience, aucun des bébés dauphins n'a demandé à se faire tatouer une gamine de 15 ans sur l'épaule. Bon, vous réglerez ça chez vous. On va faire le dernier art, parce que c'est vrai que je vous ai parlé de... Je termine juste avec ma fille, c'est vrai qu'avec le teckel, là, elle est assez douée, elle est revenue il n'y a pas longtemps avec les oreilles et la queue. Voilà. Mais on ne l'a pas jeté, voilà. On a fait de la récup, on l'a comme ça roulé devant la porte d'entrée. Toutes les grands merlons, ça, l'horrible boudin de porte, le faux teckel. Et ben nous, on a un vrai. Et c'est bien aussi. Et c'est pas la seule récup que j'ai faite, vous allez voir, hop, pour passer à l'art suivant, j'ai récupéré ceci, ça va vous faire marrer. Attention, mais de quel art va-t-on parler? On a parlé sculpture, on a parlé musique classique, art contemporain. Oh, il s'agit d'un DVD. Il s'agit de La Chienne de Jean Renoir. Le film, c'est La Chienne. Et j'arrive... Il y a des soirs où ça cartonne, ça. Bon, c'est pas, vous avez compris qu'on parlerait de cinéma et pas de cinéma bulgare, ça c'est un petit peu pour vous mettre la pression. En revanche, j'aime ce moment puisque ensemble nous allons parler d'un grand classique du cinéma. Je voudrais qu'on parle de Mort à Venise, voilà. Qui a vu Mort à Venise? Hein? Oula, c'est pas la bagarre. Je ferais monter personne, madame est angoissée. Donc j'ai vu que... C'est pas la bagarre. Oui, là aussi, ça fait plaisir. Je vais quand même récupérer les autres, ça vous dérange pas. Qui a vu Les Bronzés font du ski? Voilà, il faut, ça c'est bien. Là-bas, il m'a dit, j'ai vu les deux. Et ça, c'est important. Je suis d'accord avec monsieur parce que qu'est-ce qui se passe? La culture, c'est ça. Il faut avoir vu le très pointu et le très populaire. Et donc, je crois que c'est mieux qu'on parle de Mort à Venise. Comme ça, plus de gens, j'espère, auront l'envie de voir ce film et de le découvrir. Sous couvert de ceux qui l'ont vu, vous m'arrêtez si je dis la moindre connerie. Mort à Venise, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une nouvelle écrite par Thomas Mann qui devient un film réalisé par Visconti. Et la musique du film de Visconti est de Gustave Mahler. Mahler plus Visconti plus Mann. Je vais être très honnête avec ceux qui ne l'ont pas vu, ça n'est pas une grosse poilade. Et on le sent extrêmement rapidement. Je dirais même qu'on le sent avant que ça commence à cause du titre qui est le plus mauvais titre de toute l'histoire du cinéma, Mort à Venise. On sent bien qu'il va lui arriver quelque chose. On a déjà une petite idée de où ça pourrait lui tomber dessus. Et quand le film commence, le gars se dit, tiens, je vais à Venise. Et on sent qu'il arrive et on a juste envie de lui crier, mon gars, casse-toi, va ailleurs, va dans une ville moche, je sais pas, file à Saint-Étienne, on s'en fiche. Personne n'écrira jamais mort à Saint-Étienne. Je dirais à part dans Le Progrès, mais je veux dire... sinon, non. Et c'est important, un bon titre. Et ça, je tiens à le dire, c'est vraiment important, un bon titre. On va prendre un autre exemple de film que je suis sûr que tout le monde a vu, le film Titanic. C'est le titre, c'est Titanic. À moins vraiment d'être une bille en histoire contemporaine, on se doute que c'est quand même pas sûr qu'il arrive le bateau. Et à chaque fois qu'on regarde, on espère un peu. Leonardo, attention, il y a un iceberg, attention, non! Encore raté! Céline Dion va encore chanter! Non, mais c'est vrai, et le bon titre, là, je crois que vous êtes d'accord avec moi, un très bon titre, c'est par exemple, y a-t-il un pilote dans l'avion? Et ça, c'est une question, c'est un film en plus qui a énormément de succès. Hein. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Je veux dire, encore là récemment en Malaisie, carton le film. Mais
Pourquoi c'est un bon titre? Parce que c'est une question. Voilà, hein. Y a-t-il un pilote dans l'avion? On a envie de savoir. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, nous, pour gagner en suspense? On aurait pu faire mourra-t-il à Venise? Je sais pas. Ou alors, je comprends qu'on ne veuille pas jeter le titre de Thomas Mann, qui est quand même un des plus grands écrivains du siècle précédent. Il fallait garder mort à Venise, et derrière, on ajoutait discrètement point d'interrogation, ce qui donnait mort à Venise. Mais voilà, personne ne m'écoute et c'est pas grave. On va quand même se regarder le début du film ensemble, comme ça on se fait une idée. Voilà, ça commence comme ça, c'est la première image. Le générique est sur fond noir. Et donc on le voit, il arrive par le bateau, le Vaporetto. Le personnage principal arrive, très beau lever de soleil. Le personnage principal, c'est le professeur von Aschenbach. C'est lui, et on le voit tout de suite. C'est la première image, on le sent, il ne va pas fort. Le film commence, ils sont pas super. Et cette première séquence est magnifique parce que Visconti, ce qu'il aime, c'est suivre ses personnages de près, de loin. Donc il va arriver à Venise, on le suit à Venise. Il arrive dans son hôtel, on le suit dans son hôtel. Il monte dans sa chambre d'hôtel, on le suit dans sa chambre d'hôtel. Il redescend sur la plage de Lido de Venise, on le suit sur le Lido de Venise. Et le premier mot qui sort de la bouche d'un des personnages, la première réplique de Mort à Venise, arrive seulement à la 19e minute. Et je pense que pour bien ressentir la force de cette séquence, on va se la regarder ensemble. Non, c'est... Coupe, tout de suite. J'ai entendu 2, 3 là, ici 1. Ces 3-4 personnes, je voudrais juste vous dire que tous les autres voudraient regarder le film. Alors, voilà, j'ai peut-être pas été très clair et je vais recommencer mon explication maintenant. Nous sommes ici face à un chef-d'œuvre du cinéma, de l'histoire du cinéma. On est ici face à un chef-d'œuvre de l'histoire de l'adaptation littéraire au cinéma. Sachez-le, c'est le seul film où c'est plus rapide de lire le bouquin. Il n'y en a pas d'autres. 2h11 le film, 40 pages la nouvelle. Hein, et ça, je le dis aux jeunes qui sont là. Si on te fait lire Mort à Venise à l'école, on ne loue pas le film pour gagner du temps. C'est l'énorme boulette, ça, évidemment. Vous savez quoi, j'ai pas envie de vous perdre, j'ai envie de vous passionner avec ce film. Alors on va directement aller à la grande scène d'action du film, qui arrive à la 55e minute. Et c'est vrai que jusque-là, c'est relativement calme. Voilà, le gars est à Venise et il meurt. Vraiment, c'est le pitch, c'est celui-là. Mais c'est vrai que souvent, on se dit, quand on regarde un film, on se dit, tiens, j'irais bien me chercher une bière au frigo, mais je voudrais pas rater le moment important. Alors, vraiment, avec Mort à Venise, allez au frigo, prenez le temps de bien choisir la bière qui vous plaît. Et je dirais même, il n'y aurait pas de bière, allez chez Auchan. Vous serez de retour à la 55e minute. Et là, dans la salle, il y a un suspense de dingue. Mais dis-nous, il se passe à 55e minute. Calmez-vous, je vais vous le dire. 55e minute, le professeur von Aschenbach, alors que personne ne lui a rien demandé, décide de quitter Venise. Le choc. Heureusement, trouvaille géniale du scénariste pour le garder à Venise. On est dans la gare de Venise. Ses malles sont prêtes. Il veut rentrer à Munich. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur von Aschenbach, je suis absolument navré. C'est à peine croyable. Une erreur. Une déplorable erreur. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est une chose qui n'arrive pas une fois sur 1000. C'est arrivé. Vous allez me faire rater mon train. Et votre mal, monsieur, a été expédié à Como. À Como? Je ne quitterai Venise que lorsque ma malle m'aura été rendue. Il y a des gens qui ont une poisse. La valise qui part dans un autre train. On aurait vu ça dans Plus belle la vie. On se serait moqué, mais ici c'est fort, c'est fort. Et le visage comme ça pétrifié de Dirk Bogarde. Moi j'adore, c'est un de mes acteurs fétiches parce qu'il a joué avec un des grands fantasmes de l'histoire du cinéma. Il a joué avec Ava Gardner. J'ai comme ça quelques idoles dans l'histoire du cinéma. Il y a Rita Hayworth, il y a Lana Turner, il y a Greta Garbo, il y a Yvonne De Carlo, il y a Jane Russell. Et là vous vous dites, lui, il n'est pas cinéphile, il est nécrophile. Et je lui demanderais de ne pas me juger. Surtout, en plus, ces photos couleurs, c'est pas si vieux que ça. Enlève ça, ça m'énerve. Ça, j'en étais où? Toi?
Non, alors, oui, alors, à côté, on souffle la valise. Non, excusez-moi, je vais stigmatiser ce comportement parce que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais ça m'énerve parce que je connais les gens comme monsieur, ils sont là, ils sont au spectacle tranquille, il fait bon, les sièges sont bons, on peut faire son petit roupillon. Et la semaine prochaine, il va aller comme ça dans une soirée mondaine à Lyon, il va dire oui, moi, Mort à Venise, je connais hyper bien la musique de Mahler, le professeur von Aschenbach, mais qu'est-ce qui s'est envoyé 2h11 de film, hein, je pense que ça mérite un peu de respect. Alors ce qu'on va faire, si vous êtes peut-être tous d'accord avec lui et pas avec moi, alors on va terminer, je vais vous donner à tous la fin et vous allez tous pouvoir vous la péter dans les soirées. Je vais vous dire ce qui se passe vers à peu près 1h59 de film. C'est bien long si vous tenez jusque là, hein. À 1h59 de film, les pulsions criminelles, eh bien tu commences à les développer toi-même. Et tu te dis que s'il ne crève pas, mais de n'importe quoi, achète mes couilles là, de paludisme, d'une balle dans la tête, mais même ce serait étouffé à la choucroute que c'est encore bon. Mais s'il crève pas le sale Bosch moustachu, tu vas y aller et tu vas le tuer toi-même. Oui, j'ai dit Bosch. Et ben ce soir on va tout régler. Moi, les Allemands, j'aurais pas tout pardonné. Voilà. Excusez-moi, cette faute sur Battiston alors qu'il filait droit à ton but. Tout ça m'énerve. On va terminer, vous allez être bien contents. Regardez, 2h06, enfin, la première goutte de sang perle sur son front. Mais est-ce que tu vas crever, merde, ouais. Il est mort. Je demande pardon. C'est le problème de l'art. Je me passionne, je m'enflamme, je dis des choses qui me dépassent. Et ça tombe pas bien parce que j'ai là une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous allons devoir nous séparer. Il y a eu un manque de spontanéité quand même, vraiment de manière générale, donc on va la refaire. C'est pour la télé que ça donne une belle image de moi. Voilà, mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous annoncerez encore des mauvaises nouvelles, en tout cas, ça fait plaisir, il y a un beau soutien. Malheureusement, nous allons devoir nous séparer. Mais moi aussi! Oh là, Lyon, vous êtes des malades, vraiment, ça me touche, mais tellement. Mais les artistes, on aime être aimés, mais même à la deuxième fois, c'est bon aussi. Mais j'ai vraiment passé un moment formidable en votre compagnie, dans la capitale des Gaules, parce qu'on est tous Gaulois quelque part. La salle de gauche qui vient d'applaudir du Sarkozy. Mais alors là, je vais rentrer chez moi, dans mon pays, parce que je ne vous comprends plus, les Français. Là, j'ai passé une soirée magnifique et j'ai envie de vous dire, parce que c'est rare, j'ai envie de vous faire un compliment. C'est rare hein, que je fasse comme ça un compliment à des gens vivants. Et j'ai l'impression que nos cerveaux sont compatibles. C'est le compliment. Hein. Enfin voilà, vraiment, je voulais dire à ceux qui ce soir ont tout compris, vraiment félicitations. Voilà, pour les autres. Je pense notamment à vous. Cela dit, depuis Pamela Anderson, ça ne s'est jamais rallumé ici. J'ai essayé d'aller le repêcher, on l'a pas eu. Donc je dirais pour vous deux et pour tous les autres, hein, que j'aurais l'élégance de ne pas citer, mais que j'ai repéré. Revenez la prochaine fois voir le spectacle. C'est un spectacle bien fait parce qu'on progresse. Il y a des gens, je crois c'est la 12e fois lui qui vient. Il rigole à l'allemand maintenant. Alors là, on est vraiment à un stade. C'est un spectacle où on progresse. Et je vous le dis parce que voilà, j'ai envie de parler de tellement de choses. J'ai 1h15 pour parler d'art et je voudrais ajouter des trucs. Et sachez-le, je vais prochainement enlever je sais pas quoi, mais je voudrais rajouter une partie. C'est un scoop que je vous donne, Lyon, sur quelqu'un qui vraiment me tient à cœur. Un grand du rire, un fondamental de l'humour littéraire. Je dirais même un staccanoviste de la gaudriole. Je voudrais rajouter une partie sur Henri Bergson. C'est incroyable, je vous le montre, vous êtes pété de rire. Mais oui, mais
Ça, c'est que les tout grands, hein, c'est que les tout grands. Alors peut-être certains ne le connaissent pas, Henri Bergson, c'est qui? C'est vraiment un boulimique du calembour. Oui, à ses heures perdues, il était professeur de philosophie au Collège de France, mais bon. Oui, alors ici, il a été prix Nobel de littérature, mais voilà, il y en a d'autres. Mais vraiment, gage de drôlerie, son livre le plus connu et qu'on apprend évidemment encore aujourd'hui s'appelle Le Rire. Alors on n'est pas convaincu qu'il se soit passionné pour le sujet. C'est un petit peu comme si Paris Hilton écrivait un livre s'intitulant L'élégance. On n'est pas... Ou Franck Ribéry, Le charme. Non, on n'est pas sûr. Mais enlève ça. C'est idiot. Franck Ribéry qui écrirait un livre. Et ça va passer au-dessus. Depuis que Bergson est là, je sens vraiment une droite concentration générale et c'est ce qu'on va faire. Je vous fais une phrase du rire pour vous donner envie de venir voir le spectacle la prochaine fois que je viens dans le coin. Donc, on a commencé par Malraux, qui a dit que l'art nous rapprocherait, et je crois que c'est vrai. On se comprend mieux depuis tout à l'heure. Et je voudrais terminer par Bergson, qui dit à peu près ce que je pense, moi, du comique, mais peut-être de la vie. Il dit dans le rire, et c'est autour de la page 80, il dit... Je le fais en français, hein. Il dit « Le comique très profond se relie au comique le plus superficiel. » Oui, on repasse... Oui. Là, c'est plus Paris Hilton qui se la gratte. Hein. Non, le spectacle va comme ça. Mais là, c'est le Ventoux du spectacle. Donc voilà, on est ensemble. On ne lâche personne. Je fais la voiture balai. Hein. Tout le monde va y arriver. Il n'y a pas de souci. Le comique très profond se relie au comique le plus superficiel, virgule, une chute est toujours une chute. Il y a un peu du Fernandez, mais c'est parce que c'est pas fini, hein. On est quand même dans les plus grands philosophes français. Hein. Une chute est toujours une chute, mais autre chose est de tomber dans un puits parce que l'on regardait les étoiles, parce que l'on visait les étoiles comme Don Quichotte. Ah, il fait appel au grand du rire, Don Quichotte, tout le monde connaît Don Quichotte, c'est l'Espagne, c'est Cervantes, c'est les gambas à la mancha. Si vous ne l'avez pas, lâchez-le, c'est un risque. On se reconcentre sur la phrase, on va la mettre en scène, elle va être très claire. Le comique très profond se relie au comique le plus superficiel. Une chute est toujours une chute, mais autre chose est tombée dans un puits parce qu'on regardait les étoiles, parce qu'on visait les étoiles, comme Don Quichotte. Je fais Don Quichotte, pleine nuit sur la Mancha. Don Quichotte, quand il vise l'étoile dans l'œuvre de Cervantes, mais peut-être dans l'histoire de la poésie, c'est la quintessence. Il tente d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ma désespérance. Il tombe dans le puits et on se marre. Le comique très profond se relie au comique le plus superficiel, Henri Bergson. C'est génial. Vous allez tous revenir la prochaine fois. Je suis hyper content. Voilà. Peut-être certains ne seront pas là et c'est pas grave. Si vous devez retenir une chose de moi ce soir, si vous partez avec un truc, c'est pensez à Bergson et tous autant que vous êtes, faites comme Don Quichotte, visez les étoiles, prenez des risques, tentez des trucs fous. Si j'avais pas suivi l'étoile du théâtre, je serais pas là pendant 1h15 à vous faire croire que je comprends quelque chose à l'art. Donc visez. Et puis si par malheur ça fonctionne pas, c'est pas grave, vous tombez dans le puits. Et c'est pas grave de tomber dans le puits, et en plus, vous allez faire rire tous vos contemporains. Et même, il y aurait que ce rire-là, c'est déjà pas si mal. Alors, vous dire aussi que je sais que si certains sont dans la salle, c'est parce que voilà, vous m'écoutez à la radio et ça me fait très très plaisir. Et vous vous dites, tiens, c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup d'actu dans ce spectacle, alors que là, à la radio, vraiment, j'en fais tous les jours. Et alors, en fait, France Inter est venu me chercher sur scène et puis j'ai eu l'occasion de passer sur les ondes. Et je comprends, certains sont venus en se disant, ce qu'on aime chez Vizorek, c'est la pertinence de ses analyses. Il y a des auditeurs, hein, je le sens. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je dois vous faire quelques brèves, parce que je pense que c'est le minimum, évidemment.
Vous n'avez pas la chance comme moi d'être une fouine comme ça de l'actualité. Et donc tout ce que vous allez voir, c'est vrai. Il n'y a pas de goraphie. Tout est arrivé. Je propose qu'on attaque directement par une première info qui est intéressante. Il découpe son père et le transforme en meuble télé. Et ouais, c'est arrivé en Angleterre. C'est vrai qu'on pourrait être invité chez un gars comme ça. Et on dit, oh, dis donc, c'est joli ce meuble télé. C'est Ikea. Non, c'est papa. Alors là, je dirais évidemment, hop, hein, ne restez pas dîner. On continue avec l'international. Une Russe prend un selfie avec un pistolet et appuie par erreur sur la détente. Voilà, ça c'est vraiment... Je dis vraiment, mesdames, dissociez les mouvements. Ça peut sauver des vies. Article suivant. Un homme tire sur un tatou, la balle ricoche et blesse sa belle-mère. Je vois des acquéreurs de tatous potentiels dans la salle. C'est extraordinaire. C'est arrivé aux États-Unis. Et moi, évidemment, cette question, je me dis, mais comment un Américain en vient à tirer sur un tatou? Est-ce qu'il n'y avait pas un seul noir dans le coin? Je sais pas. On continue avec la France, et ça, vous le savez peut-être pas. La France, championne du monde de cache-cache. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, les gars. Hein, 8 septembre 2016. Mais évidemment, quand dans l'équipe, il y a Xavier Dupont de Ligonnès, personne ne peut aller vous chercher. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, je vous l'annonce, il est déjà champion du monde 2017. Il n'y a pas de souci. Article suivant, toujours la France, la Réunion, ivre sans permis à 141 km/h. Il ne voulait pas être en retard à son procès pour le même délit. Alors, moi, je suis désolé, mais un Réunionnais qui n'a pas envie d'être en retard, je trouve ça dégueulasse ce qu'ils l'ont fait. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Article suivant, parce que je vais vous balader en Belgique. C'est chez nous que c'est arrivé, ça. Petite série d'articles belges, parce que c'est intéressant ce qui se passe. Parfois, ça vous échappe. On a donc inventé ceci, ces policiers gonflables qui vous aident à ralentir. Et je pense que c'est lui, en fait, qui s'occupait de la douane le soir où Abdeslam est passé 3 fois. Ça explique évidemment un petit peu. Donc voilà, vous avez l'info. Maintenant, quand vous allez en Belgique, vous avez envie de faire la fête et on s'y amuse beaucoup. Vraiment, en rentrant, si vous avez bu un petit coup, faites attention. On ne souffle pas dans le policier. Hein, voilà. Évidemment, la boulette à ne pas commettre. On continue, on reste chez nous. Intéressant aussi, collision entre 5 tanks de l'armée belge. Ils voulaient éviter un tracteur. Et ça vous explique un peu pourquoi en 40... les Allemands sont quand même arrivés assez vite chez vous. Non, alors franchement, parce que nous, on était vachement prêts. Je peux vous dire, on les attendait, les casques à pointe. Et là, une mouche. Désolé. On continue encore avec un truc qui ne pouvait arriver, mais que chez nous. Que chez nous, bien évidemment. Voilà. Mais on a réglé ce problème de surpopulation carcérale. Mais voilà, maintenant on sert de l'andouillette. Tout va bien, il y a des tentatives d'évasion, tout est rentré dans l'ordre. Article suivant, Ice Bucket Challenge avec un Canadair, un Belge dans le commun. Alors, il faut que je rappelle évidemment ce qu'est l'Ice Bucket Challenge. C'était sur les réseaux sociaux. Il fallait se renverser un seau d'eau sur la tête en se filmant. C'est en plus pour une bonne œuvre. Mais même un petit seau d'eau, c'était bon. Et c'est là qu'intervient ce que j'ai envie d'appeler le panache à la belge. T'as envie de faire mieux, qui peut mener à l'échec. Et j'ai pas envie de relier au spectacle, mais on est un peu dans un cas de Bergson ici. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a visé l'étoile. Il est tombé dans le puits. Mais, vous voyez, c'est adaptable. Et nous avons le cran d'au-dessus avec notre ami suivant en Belgique. Il veut se suicider au gaz, se ravise, puis s'allume une cigarette. Voilà. On voit à la voiture que ça s'est mal terminé, bien évidemment. Je pense que dans ce cas-ci, on peut parler vraiment de sélection naturelle. Il n'y a pas d'autre explication. On continue. Insolite. Alors ça... Si c'est de la moquerie, c'est non. On est là pour s'informer.
C'est insolite, hein. Et donc, quand il a raconté, il a dit, dis donc, il m'est arrivé un truc, c'est insolite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est important que je vous l'explique. En fait, bon, déjà, vous dire, c'est important, c'était un autocar de flamands. C'est pas grand-chose, mais ça nous fait plaisir à nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est assis, si vous voulez, pour partir, il a tapé sur son GPS, La Plagne, France. Bon, il y en avait 2. Il n'a pas paniqué. Il s'est dit, on va déjà aller au premier. Voilà. Article suivant, toujours chez nous, du porno pour les pandas, le Péridaisa. Péridaisa, c'est un zoo chez nous, les gens savent ça. C'est-à-dire qu'on a reçu 2 pandas en prêt et ils s'ennuient un peu. On les a pour 15 ans et le directeur du zoo, il a eu cette idée géniale. Il s'est dit, j'aimerais bien qu'ils se reproduisent parce qu'un petit panda, c'est génial. Et comme ils n'ont pas beaucoup de libido, les pandas, il a eu cette idée formidable de diffuser des vidéos de pandas qui copulent pour leur donner l'idée. Et si ça fonctionne, le gouvernement belge va faire pareil avec ses fonctionnaires. Diffuser des vidéos de gens qui travaillent pour leur donner l'idée. Une petite blague de droite, hein, ça fait plaisir à nos amis là-bas. On continue, pour vous dire qu'en matière de zoo, nous n'avons pas la palme. Mais on n'a pas la palme... Ce sont des gens qui font des études pour arriver là. Important de le dire. Article suivant. Boire de la bière rend plus intelligent, mais après 3500 verres, ne lâchez rien. Alors nous, la bière, ça nous passionne, les Belges. Alors, j'ai même trouvé un article. Au Japon, ils ont inventé ceci, la bière qui rend belle. Et ça nous a déstabilisés. Oui, parce que si vous voulez, l'idée c'est que la femme boit de la bière et dedans il y a des choses qui la rendent jolie. Et nous on avait une technique et qui marche extrêmement bien aussi. C'est l'homme qui boit beaucoup de bière et la fille devient très très belle aussi. Donc vraiment, c'est les deux possibilités. Article suivant, c'est mon titre préféré dans l'histoire de la presse écrite. Mieux que ça, on ne peut pas trouver. Alors, j'ai fait des recherches, évidemment. Le chat, c'était un chat persan, donc un Iranien. Quand le Doberman s'en est rendu compte, voilà, c'était une évidence. Allez, on reste dans les animaux. Californien, un perroquet revient après 4 ans de fugue et parle espagnol. Et ça, j'aime bien le montrer en France parce que, voilà, ça vous prouve, c'est possible d'apprendre parfaitement une langue étrangère en seulement 4 ans, les Français. Bossez. Une nonne se plaint de douleurs au ventre et elle accouche d'un petit garçon. Et ça, le bon Dieu fait le coup à peu près tous les 2000 ans. Donc voilà, c'est pas vous, c'est pas tombé sur vous. Quand on fait des religions, évidemment, très important de faire toutes les religions, et ça, je suis très vigilant à ça. Donc nos amis musulmans, c'est à la télévision turque, il a déclaré « La masturbation rendra vos mains enceintes dans l'au-delà ». C'est peut-être vrai. Donc, dans le doute, et je n'ai pas de jugement, si vous pratiquez la masturbation, protégez-vous. Mais même un gant de vaisselle, et après, c'est nickel. On va faire la 3e, comme ça c'est réglé. Un rabbin vend des sextoys cachers à destination des couples juifs. C'est arrivé en Israël et moi ça m'a surpris. Je sais ce que c'est de la viande cachère, je sais ce que c'est du vin cachère, mais qu'est-ce que c'est, bon sang, un sextoy cachère? C'est un truc qui excite les mères juives. Peut-être c'est genre un sextoy avec dessus écrit le prénom de leur fils. Elle passe toujours moins bien, celle-là, c'est pas vous. Et donc la petite dernière, que je vous ai gardée pour la fin, parce que c'est vrai que parfois, la vie nous offre des choses beaucoup plus drôles que ce qu'on pourrait inventer nous-mêmes. C'est sorti de ma série d'articles belges. Je vous quitte là-dessus, je vous remercie Lyon pour cette merveilleuse soirée. C'est arrivé chez nous à Liège. Caroline avait demandé en fait au pâtissier d'écrire « Heureux anniversaire » en polonais.